Bienvenue dans Le Son du Vent, le podcast qui vous emmène à la découverte des voix, des histoires et des ambiances qui font vibrer. Ces podcasts audio sont une production Alpine Chatbird. Ici, on écoute, on partage, on s'évade. Je suis Nathalie Michel et dans chaque épisode, on vous propose un voyage sonore unique entre rencontres inspirantes, paysages sonores et récits authentiques. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jérôme Savario, parti voler en parapente au Kilimandjaro. Prêt à tendre l'oreille ? C'est parti. Épisode 6, l'ascension finale. « 24-09-18, 10h41-30. Le signal retentit. C'est le départ. Dawson prend la tête. Robinson ferme la marche. Et nous sommes au milieu. Je décide de me positionner vers la fin de la ligne, histoire de prendre mon temps, de me réveiller doucement et de voir comment tout va se passer. Cosmas n'est pas loin de moi. Il m'observe, toujours attentif. Il me dit qu'il est là pour moi, si j'ai la moindre demande ou si je sens le besoin d'aide. Et il ajoute avec un sourire rassurant « Et n'hésite pas à demander !» Ces gars-là sont vraiment des pros, des guides de haute montagne certifiés, organisés et surtout attentifs à chaque détail. Le début de la montée est rythmé par des échanges entre les Britanniques Luc, Lex, Ben et les guides qui discutent entre eux en swahili. Leurs voix sont presque un murmure dans la nuit glacée, mais je les écoute à peine. Moi, je reste concentré dans ma bulle, en suivant la routine que j'avais déjà adoptée lors d'autres ascensions ou entraînements. Boire tous les quarts d'heure à la montre et manger toutes les heures, même si je n'ai ni soif ni faim. Pas question de prendre des risques. Surtout pas de coups de fringale comme j'ai eu en Italie, lors d'un entraînement à vélo, quelques années plus tôt, en pleine montagne. Ou encore plus récemment, lors de notre tournée du Cervin en Suisse le mois dernier avec mes potes. Là aussi j'avais bien appris à anticiper, à ne pas laisser mon corps me surprendre en me laissant vide d'énergie. Concentration, rigueur et surtout zen. C'était parti, en pleine nuit. L'objectif était annoncé. Arriver au sommet au lever du soleil. 9 km d'ascension, 1200 mètres de dénivelé positif et entre 8h et 9h de montée. Très rapidement, les gens ne parlaient plus, ou peu. Chacun concentré sur son effort, tandis que nos guides, parfaitement attentifs, suivaient chaque mouvement, accompagnés des 4 porteurs. Dawson était devant, polé, lentement, mais sûrement, veillant à ce que personne ne perde le rythme. Au bout de 30 minutes, je sentais que quelque chose n'allait pas. Rajiv peinait à suivre et exigeait qu'on ralentisse. Dawson ajustait immédiatement le rythme, sans hésitation. De mon côté, l'agitation montait. Le temps filait. Et je réalisais que si ça continuait ainsi, on risquait de ne jamais atteindre le sommet à temps pour le vol. Mon cœur s'accélérait. Mes pensées tourbillonnaient. Pourquoi ça n'avançait pas plus vite ? Pourquoi on perdait du temps ? Je sentais mon énergie partir en fumée. Me perdre dans cette frustration. C'était stupide. Ça ne m'avançait à rien. J'avais attendu ce moment pendant 3 longues années et je m'apprêtais à gâcher tout ça avec de la colère ? Non, ce n'était pas possible. À cet instant précis, j'ai décidé de tout changer. D'arrêter de lutter contre l'inévitable et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est trop bête, je suis là et je laisse filer l'instant. J'ai fait le choix de redevenir positif. Peu importe le rythme, peu importe le temps. Je n'avais plus qu'à savourer chaque étape de cette ascension et me concentrer sur l'objectif final. 1 demi-heure s'écoule, mais rien ne change. Je prends la décision de remonter la ligne à chaque arrêt, inquiet, et je me dirige vers Rajiv. À un instant, je me retrouve juste derrière lui, à quelques mètres seulement. Dawson, depuis un moment déjà, avait insisté pour que Rajiv le suive, lui demandant de se positionner juste derrière, à l'avant de la file. Moi, je restais là, juste derrière. En forme, alerte, l'essence en éveil,
chaque muscle tendu observant Rajiv. Il était de plus en plus épuisé. Ses pas se faisaient hésitants, son corps chancelait par moments, perdant l'équilibre. À chaque faux mouvement, on sentait la fatigue le rattraper, le poids des heures et de l'effort l'écrasant un peu plus. Ah, le mal des montagnes. Le fameux MAM, mal aigu des montagnes. Cette bête sournoise qui frappe sans prévention, peu importe la condition physique. Les Anglais, Alex et Luke, commencèrent à montrer des signes évidents d'impatience. Leur silence pesant trahissait l'inquiétude croissante. Rajiv, désormais accompagné de 2 guides, semblait piégé dans cette situation. Dawson menait la marche, implacable, tandis que Robinson restait juste derrière, surveillant chaque mouvement. Rajiv était pris au piège, coincé dans ce sandwich humain, et ses pas devenaient de plus en plus hésitants, chaque avancée plus lente, plus lourde. Il titube, de plus en plus, comme un navire en mer agitée, vacillant au moindre pas. Et nous, là, à observer cette lente dégringolade, nous sommes là, à attendre, suspendus à l'issue incertaine de ce moment. Lors d'un arrêt, Ben, notre chef d'expédition côté parapente, prend une décision soudaine. D'un pas résolu, il se dirige vers Dawson, comme s'il savait que le moment était venu de prendre les choses en main. La tension est palpable. Chaque geste semble chargé de conséquences. 24-09-18, midi 45-32. Dawson et Ben annoncent à Rajiv que le groupe va se séparer. Certains resteront avec lui, tandis que nous partirons devant. C'est un moment difficile, un vrai tourment intérieur. Laisser un compagnon derrière et avancer seul, c'est une contradiction que je ressens profondément. Mais je me dis qu'il est bien entouré, avec ses guides et ses porteurs. Ça me permet de relâcher un peu cette tension, de me libérer, malgré tout. Ça y est, c'est reparti. Objectif, atteindre le sommet et y décoller en parapente. Dawson reprend le pas, polé. Pendant quelques virages, j'ai l'impression qu'il laisse une dernière chance à Rajiv de revenir dans le groupe. Mais je sais que ce n'est pas possible. De virage en virage, on voit bien que nous avançons de plus en plus vite. Pour montrer à Dawson ma motivation, je décide de me placer juste derrière lui. Lui qui fait la trace, je me cale exactement à son rythme, en suivant chacun de ses pas, émettant le même son. Paf, paf, paf. J'ai l'impression qu'il capte. J'aurais tellement aimé lui parler en anglais, simplement. Mais bon, c'est une autre histoire. Ce moment me rappelle surtout ces échanges que l'on avait souvent pendant des jours d'approche, où on se répondait en chantant ou en inventant une langue qui n'existait que pour nous. Dawson est aussi un vrai danseur. Il a le rythme, c'est évident. Et en marchant à son côté, je lui disais au même tempo qu'on était dans le même rythme, mec. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne saurais jamais, de toute façon. À chaque arrêt, façon naturelle, nous, les trois, Luke, Lex et moi, prenions la fameuse 2e place, juste derrière le leader. Le terrain devenait de plus en plus sablonneux et difficile. La montée était de plus en plus éprouvante, surtout de nuit, dans cette pente abrupte à haute altitude. J'avais appris lors de mon ascension dans les Alpes qu'il existait plusieurs techniques pour économiser l'énergie. L'une d'elles consiste à ne pas monter directement face à la pente, mais à la traverser en biais, en faisant passer un pied devant l'autre, tout en appuyant bien fort sur le sol pour répartir l'effort. À l'époque, c'était sur de la neige, mais ici, je mettais cette technique en pratique sur un sol constitué de sable volcanique. Ça me donnait presque l'impression de danser, et j'en tirais un certain plaisir, tout en étant bien conscient que cette méthode m'économisait des forces. Cependant, à un moment,
Luc, qui marchait devant moi, me signale qu'Alex, derrière moi, recevait beaucoup de poussière et qu'il n'était pas très content. Je reste concentré sur ma cadence et lui réponds d'un ton simple « Tant pis !» Dans ces moments-là, les réponses sont brèves et directes. Mais Luc l'a mal interprété et a traduit cela par un « fuck » à l'adresse d'Alex. Au prochain arrêt, on a eu une explication. Ben, en bon médiateur, a calmé les tensions. Lex a décidé de me dépasser pour alléger la situation. Et moi, je lui ai expliqué que c'était une technique que j'avais apprise sur le Mont Blanc avec des guides. Il a rigolé, et en me rappelant que ce n'était pas de la neige ici, on a tous éclaté de rire. Finalement, ce n'était rien de grave, et on a continué. Pendant cet arrêt, où on se trouvait exactement, je ne saurais dire, mais il restait encore une bonne portion à gravir. J'essaie de boire, et là, quelle ne fut pas ma surprise. L'eau est gelée. Je tente tant bien que mal de briser la glace, mais c'est impossible. Les 2 camelbags sont complètement figés. Plus d'eau jusqu'à la fin de l'ascension. Ou la négocier avec mes autres compagnons. Tant pis, je me recentre immédiatement sur l'alimentation. Je mange mes barres de céréales prévues. Amandes, quelque chose de sucré, chocolat avec des protéines ou citron, cacahuètes. Je me force à manger, par petits morceaux, histoire de maintenir l'énergie. Tout est dur, tout est gelé, tout est glacé. Puis soudain, je me rends compte que j'ai encore mon thermos de thé chaud. Mais très vite, je réalise qu'il n'y a plus Cosmas. Je lui avais confié mon thermos au départ, et je comprends qu'il est dans le 2e groupe. Plus de thé perso, plus de traducteur. C'est la misère. Allez, reste positif, ça va le faire. Les guides nous proposent cependant, et de temps en temps, un peu, voire très peu, de leur eau chaude, thé, et ça, c'est sympa. Enfin, après une section technique parmi les rochers, mais relativement simple, nous voilà arrivés au sommet de la grosse bosse. On me dira plus tard que cet endroit s'appelle Gilman's Point. Waouh! C'est une pure merveille. La beauté est à couper le souffle. Nous sommes perchés sur une crête, entourés d'un ciel constellé d'étoiles scintillantes. À cette altitude, la lumière des villes est un souvenir lointain, et l'air est d'une pureté rare, sans poussière. J'ai l'impression d'être suspendu, d'avoir franchi un seuil, de m'envoler parmi les étoiles. En levant les yeux, je réalise que nous sommes au sommet d'une immense caldeira noire, volcanique, majestueuse. Le paysage qui s'étend devant nous semble appartenir à un autre monde. Et au fond, dans l'immensité de cette caldeira, se cache un glacier immense, éclatant de blanc, comme un vestige d'un autre âge, presque magique. C'est inimaginable. Les fameuses neiges éternelles du Kilimandjaro, celles dont parlait Kessel dans le livre qui m'avait tant fait rêver, et qui avait en partie nourri mon désir de venir ici. Waouh, c'est beau. C'est magique. C'est tout simplement extraordinaire. Je suis submergé, emporté par une vague de joie pure et de bonheur, mais comme jamais auparavant. Pour la première fois, je sens ce mélange d'émerveillement et de gratitude, ce vertige d'être ici, à cet instant. Malheureusement, pas le temps de s'attarder. Le chemin est encore long. Il est quelle heure ? Peu importe, on s'en fiche. L'objectif reste inchangé. Atteindre le sommet et y décoller en parapente. Robinson reprend la tête et nous suivons sa trace. Je reste juste derrière lui, le suivant pas à pas. Le terrain est relativement plat. Nous longeons la caldeira. Le jour commence à peine à se lever. On commence à distinguer les contours de la montagne. Et c'est beau, tellement beau. On se retrouve plongé dans des contrastes incroyables. Le noir profond et inquiétant du volcan. Le blanc éclatant de la neige et de la glace. Le rouge orangé intense du lever du soleil. Et un ciel d'une clarté incroyable, parsemé d'étoiles qui brillent comme des feux. C'est absolument époustouflant. En réalité, c'est un vrai soulagement. On reprend notre souffle,
le rythme se ralentit légèrement. La montée devient moins raide. Ce petit répit me redonne de la joie, de l'énergie, un regain d'enthousiasme. Mais je garde mon esprit affûté, mes pensées tournées vers le prochain objectif, le fameux Stella Point. Le Stella Point, c'est un point de repère crucial sur la voie d'ascension du Kilimandjaro. Situé à 5726 mètres, sur le bord du cratère du sommet, il marque la jonction avec les autres itinéraires menant à la bosse finale, le sommet. Et c'est là que nous avons prévu notre zone de décollage. Lors du dernier briefing, on nous avait annoncé qu'on ferait une pause à ce point avant d'attaquer le sommet et qu'on y aurait droit à un déjeuner. Ah, le rêve. On y est enfin. Au loin, on entend déjà les cris de joie des gens des autres voies, un signe que nous ne sommes pas seuls dans cette ascension. Et là, tout s'ouvre d'un seul coup. La montagne s'embrase de lignes de lumière, chaque rayon frappant le sol avec une force saisissante. À gauche, à droite, les autres montagnes se dessinent dans une majesté imposante. On aperçoit le Mawenzi, fièrement habillé, tandis que les étoiles s'éteignent lentement, laissant place à la plaine qui s'étend à perte de vue, avec le bush, où, en bas, les safaris se déroulent. De l'autre côté, le Kenya s'étend à l'horizon, ses lumières lointaines scintillantes comme des perles dans la nuit. Nous sommes, à cet instant précis, sur la frontière entre deux mondes, entre la Tanzanie et le Kenya. Le soleil se lève enfin, et c'est un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Mais il est temps de se remettre en mouvement. Rien n'est encore terminé. Je me rappelle les mots de Cosmas. C'est souvent ici que les gens abandonnent. Ben prend la parole. Il nous explique que le décollage se fera ici. Il nous dit que, vu les conditions actuelles, tout semble bon pour le moment. On en profite pour se restaurer. Je bois tout ce que je peux, avale sans vraiment y penser. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé. Mais peu importe. Je sais ce qu'il faut faire. Et surtout, qu'il ne faut pas perdre de temps. Le sommet nous attend. Il nous reste encore environ 200 mètres de dénivelé à gravir. Ensuite, il faudra redescendre et préparer le décollage. J'ai le sentiment pourtant que chacun attend chacun. Les guides restent calmes, Ben aussi. Et nous, on attend, on s'agite. Quel paradoxe. Courir après le temps. Le temps file, bon sang. Je me ressaisis et demande si on peut y aller. Les gars, les Anglais, sont déjà prêts, motivés à fond. Et on se lance donc dans l'ascension finale, les fameux 200 mètres de dénivelé. C'est là que je dois donner toutes mes forces. On part, un peu dans l'oubli de tout, seul. Robinson, derrière, nous suit avec Ben. Le pas est léger. On a retrouvé des forces. La motivation est là. Mais on reste un peu déconcentré. On marche, comme si on flânait dans les rues de Moshi. Au bout de 50 mètres, bam! Plus de souffle. Et une grosse perte d'énergie. Robinson nous double et nous lance. « Hé les gars, polé polé, sinon, pas de sommet. » Vous venez d'écouter Le Son du Vent, une série audio de Jérôme Savario portée par la voix de Philippe Jouan. La musique est de Didier Béda et le mixage de Karine Fabrice. Ces podcasts ont été diffusés grâce à Antoine Salmon et ils sont soutenus par Studio B-Prod. On espère que ces récits vous ont fait frissonner, voyager ou simplement rêver. Vos retours nous sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application d'écoute, à partager vos impressions et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-nous très bientôt dans un nouveau voyage sonore. En attendant, laissez-vous porter par le vent. Et à très vite. Et surtout, retenez une chose. Parfois, il suffit de 5 minutes de magie